Est-ce que la jambe, elle fait mal? Là, oui. Savoir parler aux patients, Philippe, écoutez-moi. C'est moi qui parle. rester calme Demain matin, j'appelle le médecin, je lui demande qu'elle nous prescrive des patchs. et rassurer, certaines choses ne s'apprennent pas dans les manuels de médecine. Ce soir, je pourrais pas dormir. Ah bon? Je vais veiller toute la nuit. On parie? Oh. À 22 ans, Nathanaël est étudiant en 5e année de médecine. Et depuis la crise sanitaire, il ne compte pas les heures dans cette EHPAD. Demain matin, 7h, je serai là, je vérifierai. Oh oui. Allez, bonne soirée, Philippe. Avant mars 2020, son emploi du temps était fixe. 3 semaines de stage à l'hôpital, 3 semaines de révision. Mais le coronavirus a tout chamboulé. On va préparer le matériel de glycémie. J'essaye de venir aider en ce moment parce que c'est quand même assez compliqué, surtout au niveau infirmier, où ils n'ont pas les effectifs nécessaires en fait. Injection d'insuline, préparation de médicaments, tests antigéniques. Nathanaël est multitâche. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il nous réveille le matin? Il est 7h30, c'est la joie qui rentre. De rien. Un rayon de soleil aussi pour les salariés. Est-ce que ça marche? Asseyez-vous, hein. Il est beau quand même, mon miel qui coule. Régulièrement, l'étudiant organise des ateliers pour ses collègues. Au programme aujourd'hui, la nutrition des personnes âgées. Question qu'on se pose tous tout le temps. Combien une personne âgée doit boire d'eau? Qui vient nous dépanner très souvent quand on est vraiment, on trouve pas d'infirmier, c'est très récurrent, hein, le week-end notamment. Là, il pense pas à ce qui se passe à l'extérieur, il est là, il s'investit, il est dedans, il compte pas ses heures. Mais je me dis, pensez aussi à vous, pensez à vos études. Et des fois, je lui envoie un texto une fois en disant bonne chance pour vos partiels, quoi. En période de confinement ou de couvre-feu, l'EHPAD est pour lui une bouffée d'oxygène. Une fois à son domicile, l'étudiant devrait réviser ses partiels. Item 268, le reflux gastro-œsophagien. Mais souvent, la motivation n'est plus vraiment au rendez-vous. Moi, j'ai un mot d'ordre, que ça soit à l'EHPAD ou à l'hôpital, c'est on laisse nos problèmes personnels de côté. Ils sont pas là pour nous remonter le moral, c'est nous qui sommes là pour eux. Mais du coup, quand on revient après à la maison, ça motive encore moins pour les cours parce qu'il y a tout ce poids qu'on porte et qui fait... Un poids plus ou moins lourd selon les jours. Récemment, 2 de ses patientes sont décédées. À chaque fois un dimanche, alors il était seul à devoir l'annoncer aux familles. Le premier décès, c'était attendu. Voilà, il y avait des trémolos quand même dans ma voix. Et je pense que malgré tout, c'est important parce qu'on reste humain avant tout. Je pensais pouvoir me contrôler et non, il y a toujours une larme qui est tombée. Voilà. Et le deuxième décès a été encore plus dur parce que c'était une résidente que je connaissais plus. En appelant sa fille, le décès était tellement brutal. Elle s'est effondrée et moi, de l'autre côté, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas m'effondrer aussi. Au printemps dernier, plus de 65% des étudiants en santé s'étaient mobilisés. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être toujours sur le pied de guerre, souvent sans interruption depuis des mois. En parallèle, certains préparent l'un des concours les plus durs de France, les épreuves classantes nationales. C'est ce concours qui va définir ce que l'on va pouvoir faire de notre vie. Donc c'est une situation qui est réellement stressante et qui met les étudiants sous pression. Et j'ai tous les jours, très honnêtement, tous les jours, des messages d'étudiants qui nous demandent de l'aide, un soutien psychologique, parfois juste un besoin de parler parce qu'ils sont seuls et qu'ils ne peuvent plus aller voir leurs amis à la fac. Et on comprend pourquoi certains craquent et il faut pouvoir accompagner ces étudiants parce qu'on ne peut pas soigner si nous-mêmes nous ne sommes pas soignés et si nous-mêmes nous ne sommes pas en bonne santé. Je te sors une tasse, Alix. Ce fut le cas d'Alix. Elle aussi est en 5e année de médecine. Ouais, mais ce soir, je dois réviser. En avril dernier, alors qu'elle enchaîne les remplacements en soins continus, l'épuisement physique et mental prend le dessus, à tel point qu'elle doit se faire arrêter par un médecin. Malheureusement, j'ai fait un malaise dans le cabinet parce que j'étais à bout. Et il m'a dit, ça se voit et vous n'allez pas tenir mentalement. Et donc, on a eu une longue discussion là-dessus. Et j'étais évidemment en pleurs et il m'a dit, mais en fait, on voit que vous culpabilisez, mais il faut arrêter parce que sinon, ça va être trop mauvais pour vous et vous allez tomber en dépression. Aux premières loges, sa mère se sent impuissante. Oui, de la voir fatiguée comme ça, se mettre à pleurer pour un rien, oui, j'étais inquiète. C'était pas facile. En fait, mais je trouvais qu'elle faisait trop de choses, que c'était trop.
Parce que c'est très bien de vouloir aider, puis c'est ce qu'elle a choisi comme travail, mais faire le SAMU, son travail à l'hôpital, les études, j'avais l'impression qu'elle était partout aussi. Et que... Non, mais le SAMU, ça me faisait du bien. Oui, de toute façon, c'est quelque chose qui te plaît, effectivement, mais ça faisait beaucoup. Tu dormais pas. Et Alix est loin d'être un cas isolé, notamment dans sa promotion. En fait, au départ, quand on est en médecine, qu'on parle avec ses amis et tout, on a l'impression qu'on est un peu le seul qui stresse, qui aimerait bien aller voir quelqu'un. Puis quand on parle aux gens, on se rend compte que tiens, telle personne, elle va voir un psy. Ah lui aussi. Ah lui, il prend des médicaments. Ah lui aussi. Et en fait, on est énormément à avoir besoin d'un suivi au bout d'un moment, parce que les études sont stressantes de base. Alors là, avec le contexte actuel, c'est pire que tout. Aujourd'hui, Alix n'est plus en soins continus. Elle s'est portée volontaire au SAMU, mais l'étudiante a décidé de lever le pied, de faire plus de pauses pendant ses révisions, quitte à perdre des places dans le classement du concours de l'année prochaine. Dès qu'elle peut, elle s'adonne à la course à pied, son échappatoire favorite. Face à la plus grave crise sanitaire de notre histoire récente. Cette crise, nous l'avons combattue ensemble en nous appuyant sur 2 principes qui ont toujours guidé notre action. Notre premier impératif n'a jamais été négociable, protéger votre santé, réussir à soigner tout le monde, à tout moment, partout sur notre territoire. Cela veut dire aussi protéger notre système de santé en évitant l'engorgement des services hospitaliers et en aidant nos soignants qui accomplissent depuis des mois leur mission avec un dévouement et un engagement admirable. Je vais les voir très régulièrement sur leur lieu de travail, encore 2 fois cette semaine, d'abord pour les écouter, ensuite pour leur apporter l'entier soutien de l'État et de la nation. Notre deuxième exigence, c'est le devoir de vérité. C'est la condition de la confiance, sans laquelle aucune mobilisation collective n'est possible. Car oui, face à ce virus, nous avons besoin de tenir ensemble et nous réussirons ensemble en nous appuyant sur la vigilance et l'esprit de responsabilité de chacune et de chacun de vous. Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Le virus progresse en France comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Comme chez nous, il se passe quelque chose depuis quelques jours. Et dans tous ces pays, l'explication la plus évidente tient à l'apparition de cette nouvelle forme de virus que l'on appelle les souches variantes, dont nous mesurons la progression jour après jour. La plus répandue dans notre pays, vous le savez, est de loin celle dite du variant anglais, qui concerne désormais à peu près la moitié des personnes atteintes de la Covid en France. Ce variant, nous savons depuis la fin janvier qu'il se diffuse à bas bruit et qu'il est susceptible de produire, à un moment donné, une nouvelle flambée épidémique parce qu'il est plus contagieux. Avec le président de la République, nous avons souhaité le mois dernier nous donner tous les moyens d'éviter un nouveau confinement que nous avions envisagé fin janvier sur la base de projections qui nous prédisaient une dégradation rapide et brutale de la situation. Cette décision s'est avérée la bonne, elle nous a permis de gagner du temps. Or, ce temps est précieux car chaque jour, nous avons un peu plus de personnes vaccinées. Et pendant ce temps, notre activité économique ne s'est pas effondrée, nos commerces ont pu rester ouverts, nos enfants ont pu aller à l'école, dans les zones, bien entendu, qui n'étaient pas en vacances. Il faut imaginer qu'autour de nous, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école depuis plus de 2 mois. Grâce aux efforts de tous, nous avons, pendant plusieurs semaines, réussi à stabiliser l'épidémie. C'est une réussite collective que je veux saluer. J'entends également certains appeler à un confinement dur et immédiat dans l'espoir de nous débarrasser une bonne fois pour toutes du virus. 4 semaines et puis on est débarrassé. Malheureusement, notamment en raison de la propagation des variants, c'est loin d'être aussi simple. Voyez d'ailleurs que les confinements très durs auxquels ont procédé certains de nos voisins
ne leur ont pas permis d'atteindre l'objectif zéro Covid. Un confinement peut être nécessaire, mais il n'est jamais anodin. Il signifie des fermetures de commerces, la fermeture des écoles, des limitations drastiques des déplacements. J'observe d'ailleurs que beaucoup de ceux qui appellent au confinement en général se disent très souvent, quand on les interroge plus précisément, opposés à chacune de ces modalités. Il faudrait confiner mais sans fermer les commerces, sans fermer les écoles, sans rétablir l'attestation de déplacement. Le confinement est ainsi un levier auquel nous devons recourir quand on ne peut pas faire autrement. Il faut le faire à bon escient, au bon moment et dans la bonne mesure. Il faut tout faire pour le retarder, pour laisser à la vaccination le temps de produire des effets. Notre objectif reste toujours le même. Traverser cette crise qui se prolonge en sauvant le maximum de vies, en protégeant nos hôpitaux, mais aussi autant que nous le pourrons, en préservant nos modes de vie, notre économie, l'éducation de nos enfants. La recherche de ce juste équilibre, de ce difficile équilibre, a toujours été et restera la colonne vertébrale de notre action. C'est pourquoi notre choix de ne pas confiner a une contrepartie. Être extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours en engageant des actions ciblées sur certains territoires marqués par une augmentation particulièrement forte de l'épidémie. En Moselle, face à l'émergence du variant sud-africain qui représente 60% des cas positifs, la vaccination des professionnels de santé a été accélérée et la stratégie tester, alerter, protéger a été démultipliée. À Mayotte, où la situation a conduit à la mise en place d'un confinement qui sera prolongé pour au moins 15 jours de plus. À La Réunion, où, comme à Mayotte, nous déploierons les moyens humains et matériels nécessaires pour venir en soutien des structures de soins. Enfin, dans l'aire urbaine de Nice et dans l'agglomération de Dunkerque, où la circulation des niveaux 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne nationale a été constatée et où un confinement sera mis en place le week-end à compter de ce samedi. Nous devions agir et nous l'avons fait avec le soutien des élus de ces territoires dont je veux saluer ici l'esprit de responsabilité. Le confinement le week-end est une mesure lourde, ce d'autant qu'elle se conjugue avec le couvre-feu maintenu à 18 heures. C'est une mesure intermédiaire dont nous espérons qu'elle permettra d'infléchir la tendance observée. C'est une mesure ciblée sur certains territoires où l'épidémie s'emballe, ce qui nous semble la bonne méthode pour pouvoir agir vite et fort, là où c'est nécessaire, sans impacter des territoires où l'épidémie recule, il y en a, ou circule moins fortement. Et sur cette base, sur ce diagnostic, il apparaît aujourd'hui que la situation épidémiologique et hospitalière dans d'autres agglomérations ou départements suscite une vigilance maximale car ces territoires cumulent des indicateurs défavorables. Un niveau d'incidence élevé, autour ou supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et enfin une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement. Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20. Ils s'affichent sur la carte et concernent toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loir. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si
et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars. Mes chers concitoyens, je mesure ce que peut être votre lassitude et peut-être même votre découragement alors que nous sommes engagés dans cette bataille depuis bientôt 12 mois. Le virus évolue et se transforme. Et certains d'entre vous peuvent se demander si nous verrons bientôt le bout de ce jour sans fin. J'en ai l'absolue conviction. Et cette conviction se fonde sur des premiers signes tangibles, des premiers motifs d'espoir, nous permettant d'envisager dans les prochains mois un retour à une vie normale. C'est la campagne de vaccination, c'est notre stratégie de dépistage que nous améliorons sans cesse, c'est aussi l'arrivée prochaine de nouveaux traitements. La campagne de vaccination se poursuit et s'amplifie. À la fin de ce mois de février, toute proche, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à près de 3 millions de personnes, avec, là encore, le concours des élus locaux et des professionnels de santé que je veux remercier. Nous vaccinons beaucoup et surtout, je veux insister auprès de vous, nous vaccinons les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui peuvent développer les formes les plus graves de la maladie, présenter des séquelles lourdes ou parfois en mourir. Vous le savez, il s'agit des personnes les plus âgées et ou présentant des pathologies appelées comorbidités qui les rendent particulièrement vulnérables à la maladie et que l'on retrouve dans les services hospitaliers. C'est pour cette raison que nous devons poursuivre la vaccination des personnes de plus de 75 ans et amplifier la vaccination des personnes atteintes de comorbidité, car les statistiques nous montrent qu'elles présentent de plus fortes probabilités d'être hospitalisées ou d'être gravement atteintes. Et cette stratégie se déploie. Si certains pays qui nous entourent ont à ce jour davantage vacciné que nous, la France est en tête pour la vaccination des personnes les plus exposées aux formes graves de la Covid, comme l'illustrent les graphiques à l'écran. L'âge moyen des personnes vaccinées est en France de 72 ans, contre 65 ans en Allemagne et 55 ans en Italie. Près de 80% des résidents des EHPAD, là où le taux de mortalité a été le plus élevé, sont désormais vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné. D'ores et déjà, nous constatons que le virus circule moins chez les personnes âgées qu'en population générale. Depuis 2 semaines, l'incidence baisse chez les plus de 80 ans quand elle augmente dans toutes les tranches d'âge inférieures. L'âge moyen des personnes admises en réanimation diminue. Cela montre que les effets de la campagne vaccinale commencent à se faire sentir sur nos concitoyens les plus âgés, donc les plus fragiles, qui sont désormais mieux protégés. Aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens. Dans un premier temps, les généralistes vont pouvoir vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, soit un objectif de 2,4 millions de personnes. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai donné ce matin, symboliquement, le coup d'envoi de cette campagne. Et d'ici fin mars, les 2/3 des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans. Pour autant, nous dépendons de la fabrication et de la livraison des doses commandées par l'Union européenne et il faudra nous armer de patience. Mais je sais que vous mesurez ce chantier titanesque et sans précédent que représente pour l'industrie mondiale le fait de produire des centaines de millions de doses en un temps record, produire des vaccins eux-mêmes découverts en un temps record. Il n'en reste pas moins qu'à la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vues proposer une première injection. Olivier Véran est le
professeur Alain Fischer reviendront sur cette stratégie vaccinale dans un instant. Nous pouvons aussi compter sur notre système de dépistage, la fameuse stratégie tester, alerter, protéger que nous ne cessons de renforcer. L'accès aux tests est facilité, notamment dans les établissements d'enseignement, avec le déploiement des tests salivaires qui doivent permettre rapidement de tester 300 000 enfants par semaine, c'est-à-dire près de 6 fois plus qu'aujourd'hui, et donc de mieux les protéger. Pour l'ensemble du pays, les délais de dépistage et de rendu des résultats continuent à se réduire. Le tracing, la surveillance des cas contacts est désormais quasi immédiat après l'identification d'un cas positif. Et le dispositif d'accompagnement à domicile des personnes isolées se déploie partout sur le territoire national. Et là encore, je le souligne, pour la mise en œuvre de ce dispositif totalement gratuit, un grand merci aux professionnels de santé, notamment dans les laboratoires, les caisses d'assurance maladie, les ARS, les collectivités locales et les associations. Troisième motif d'espoir, l'arrivée prochaine de nouveaux traitements qui pourraient permettre d'éviter l'apparition de formes graves de la maladie. Il s'agit notamment des anticorps monoclonaux qui vont vous être présentés par le ministre des Solidarités et de la Santé. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter sur France 24. Il y a 10 ans, dans le sillage de la révolution tunisienne qui chassait du pouvoir l'autoritaire Ben Ali, les autres pays arabes s'embrasaient à leur tour. De la Libye voisine à la Syrie, en passant par l'Égypte ou le Bahreïn, les contestations populaires de ce printemps 2011 allaient faire trembler sur leur base bien des régimes sans toutefois les renverser tous. Pendant les longs mois de ce printemps arabe, les reporters de France 24 ont sillonné les rues à la rencontre du peuple en colère. De la place Tahrir au Caire à l'avenue Bourguiba à Tunis, ils ont recueilli les témoignages, les frustrations, la rage de ceux qui voulaient tout changer et qui, avec le recul, n'y sont pas toujours parvenus. 10 ans après, à l'heure du bilan, ces images ont valeur historique. Voici donc les archives du printemps arabe vues par les équipes de France 24 avec un commentaire de Julien Cheida. Un événement d'une ampleur inédite. Tuez-moi! Si vous voulez, tuez-moi! Une secousse qui a pris de court des autocrates au pouvoir depuis des décennies. Le printemps arabe, un mouvement de révolte qui a embrasé une partie du Maghreb et du Moyen-Orient en 2011. De la Tunisie au Bahreïn, des millions de personnes ont bravé l'interdit. Nous voulons la même chose qu'en Tunisie et en Égypte. Nous voulons des élections libres, une vraie démocratie. Nous voulons choisir notre gouvernement. Souvent, au péril de leur vie. Voici le récit de ces quelques mois qui ont bouleversé la planète. Ce 14 janvier 2011, la Tunisie est en ébullition. Des manifestations monstres réclament le départ du président tunisien, au pouvoir depuis 23 ans. Nous sommes là contre l'oppression du dictateur Ben Ali. La police anti-émeute qui était autour de nous, d'un bout à l'autre de l'avenue Bourguiba depuis des heures, a finalement lancé les premières canettes de gaz lacrymogène. Les rues se sont transformées en champ de bataille, avec d'un côté les manifestants, alors que les policiers anti-émeute utilisent avec largesse de leur gaz lacrymogène. ضربونا برشا فهمتني يهزوا فينا عباد عدوها كيكا يسرقوا هما اللي يسرقوا تدخل تلقى بيت كلها مسروقات يقول لك صحح عليهم هذوما المسروقات اللي انت سرقتهم. Un mois plus tôt, un jeune marchand de légumes s'immolait par le feu à Sidi Bouzid après que des policiers lui ont confisqué son étal de légumes.
Son acte, désespéré, a déclenché un vaste mouvement de protestation contre le régime autoritaire de Ben Ali. Le 13 janvier, il promet du changement pour la Tunisie. J'ai promis le 7 novembre que je ne briguerai pas de présidence à vie. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire son dernier discours comme président. Nous avons plusieurs sources indiquant la même chose, que le président aurait quitté le pays. Ce que je retiens d'abord de cette journée, c'est la vitesse à laquelle les choses se sont passées. Parce que ce matin-là, en milieu de matinée, personne n'aurait pu prédire que d'ici la fin de la journée, le président aurait quitté le pays. Et finalement, à 18h40, c'est le Premier ministre, Mohamed Ranouchi, qui a pris la parole à la télévision, en direct, pour dire que le président Ben Ali n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on a compris qu'on vivait vraiment une journée historique. Ce matin, Nejib est enfin fier de fredonner l'hymne national. Fier de son pays, fier des Tunisiens, qui ont accompli l'impensable. Nous sommes le 15 janvier, premier jour de l'après-Ben Ali. L'ancien président a pris la fuite hier soir. Alors, sans plus attendre, cet expert comptable décide de faire un test. Yes, we can. Nous aussi, nous le pouvons, les Tunisiens. Un message inoffensif, pourtant impossible sous l'Ancien Régime. Je vais m'assurer moi-même que je peux donc exprimer une opinion, une idée. Militaires, policiers, agents en civil, ça fait 1 heure que Nejib marche et personne ne l'arrête. Il a toujours vécu en Tunisie. Pour lui, c'est un miracle. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au soulèvement égyptien. 1 million de personnes dans les rues du Caire et d'Alexandrie. 1 million de personnes depuis 8 jours maintenant. 10 jours après la chute de Ben Ali, la contestation populaire gagne l'Égypte. Au Caire, l'immense place Tahrir est transformée en place forte de la révolution. La veille, le président Moubarak est intervenu à la télévision pour annoncer son départ dans 6 mois. Trop long pour ses opposants, il doit partir maintenant. Notre pays ne fonctionne pas. Il y a de la corruption partout. On se fait racketter par les policiers et le gouvernement. On est complètement étouffé, on n'arrive plus à vivre. Je veux le dire à tout le monde, au nom de ma famille, de mes proches et de mes voisins. Ce n'est pas une révolution que de la jeunesse, c'est tout le peuple qui souffre. Le président égyptien a répondu à vos exigences. Il a changé le gouvernement, nommé un premier ministre que vous aimez tous. Omar Suleiman est une personne que vous avez demandé. Il faut faire preuve de patience avec notre gouvernement. C'est bon, c'est fini. Il n'y a rien de nouveau. Faut qu'ils rentrent chez eux. La tension commence à monter, vraiment. Là, je vois 2 personnes qui sont en train de se disputer violemment. On essaie d'évacuer les blessés derrière les chars. Les pro-Moubarak chargent la foule à dos de chevaux et de chameaux. Les opposants au régime sont en colère. Ils ont décidé de se défendre. Les pavés de la place Tahrir servent à repousser les assaillants. Ce qui nous arrive ici est la faute de Hosni Moubarak. Ils nous attaquent, ils veulent tous nous tuer. Ce sont les agents du gouvernement, pas de vrais manifestants. Confronting police who are shooting tear gas directly at them, as you can see behind me. Look at the protesters right behind me. Les tensions compliquent le travail des journalistes. Plusieurs dizaines sont pris à partie par la foule et les policiers. J'ai voulu faire un tour du côté des partisans pro-Moubarak, par souci d'objectivité. Et voilà donc ce qui reste de la chemise que je portais à ce moment-là. Nous avons tout simplement subi les soubresauts d'un système qui est en crise. Il y a eu une simulation d'exécution à un moment donné, quand on avait face contre terre, les mains liées derrière le dos. Donc un des soldats a actionné la culasse de sa Kalachnikov. Après 3 semaines d'une contestation inédite, Hosni Moubarak démissionne. L'Égypte bascule dans une nouvelle ère.
Déjà, c'est une immense fête populaire qui a lieu ici sur la place Tahrir. Tout le monde autour de moi chante, danse. Il y a des Égyptiens de toutes origines et tout le monde est uni aujourd'hui pour fêter le départ du président Moubarak. Autre place, autre ambiance à Tripoli. Du haut de son palais, le colonel Kadhafi harangue ses partisans. Devant les caméras, il dit ne pas s'inquiéter de la colère qui gronde dans le pays. En Irak, en Afghanistan, au Pakistan, ils tuent des terroristes, des islamistes extrémistes. Et l'OTAN aussi les combat. Pour nous, c'est la même chose. Mais en réalité, la Libye va rapidement sombrer dans la guerre civile. Dans la Cyrénaïque, du côté de Brega, des apprentis soldats sont partis combattre l'armée libyenne. Pour beaucoup, c'est le baptême du feu. Ces hommes sont coiffeurs, banquiers, étudiants, des Libyens ordinaires, enrôlés du jour au lendemain dans une rébellion improvisée. Les plus âgés ont fait leur service militaire et ressortent leurs vieux treillis. D'autres font la guerre en jean et basket, un couteau à la ceinture. Les insurgés veulent atteindre Tripoli, où la guerre n'est encore qu'une rumeur lointaine. C'est dans une banque que l'on retrouve les méthodes du régime pour s'assurer le soutien du peuple. Le colonel sait s'y prendre. Aujourd'hui, distribution générale de billets. C'est l'argent du pétrole. 500 dinars en liquide, 300 €. Pour certains, c'est un mois de salaire. Alors bien sûr, les guichets sont pris d'assaut. Mais la route vers la capitale est dangereuse. Il faut passer par Misrata. Voici la dernière position arrachée par la rébellion aux hommes du colonel Kadhafi. Ici, les combats se jouent rue par rue, maison par maison, et laissent une ville totalement dévastée. À Misrata, la chasse aux snipers kadhafistes a commencé. Il faut traverser vite parce qu'il y a des snipers dans les immeubles hauts. Pour traverser, il faudra courir. Dans les ruelles de la vieille ville, chaque lucarne, chaque croisement est un piège mortel. Oui. On y va. Ça va. Allez. Mais au bout de la rue... Tu me suis ? Ces hommes viennent de prendre d'assaut ce bâtiment où flottent encore les couleurs vertes du colonel Kadhafi. Ce drapeau, ce bâtiment criblé d'impacts où aurait été retranché un sniper, un tireur isolé en réalité, comme il y en a un petit peu partout, disséminés sur toute la Tripoli Street. En août 2011, c'est la marche finale vers la capitale. Une brigade de civils est formée pour mener l'assaut. Son nom, la Katiba de Tripoli. Deux mois plus tard, le colonel Kadhafi est tué dans la banlieue de Sirte, dans des conditions encore non éclaircies à ce jour. Le printemps arabe se propage aussi à l'est. Au Yémen, des manifestations inédites réclament le départ du président Saleh. Mais la révolte est réprimée dans le sang. Le 27 janvier, l'armée tire à balles réelles sur la foule. Je me suis rendu compte que je protégeais le pouvoir et que je tuais des êtres humains. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Alors j'ai décidé de rejoindre la révolution. Je veux faire partie de ceux qui protègent le peuple et non pas de ceux qui le tuent. Depuis 2011, la révolution a laissé place au chaos et à la guerre qui ont plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde. À Manama, au Bahreïn, la place de la Perle est devenue le symbole de la contestation contre la minorité sunnite au pouvoir, mais aussi celle de la violente répression contre la révolte pacifique.
Des dizaines de personnes seront tuées. Ils sont là depuis 200 ans seulement. Nous, on est là depuis 2000 ans. Allez-y, filmez. Filmez pour l'histoire. Un mois à peine après le début de la révolte, le voisin saoudien apporte son soutien logistique et militaire. La révolution bahreïnie n'aura pas lieu. La place de la Perle est détruite pour effacer toute trace de la contestation. En Syrie, c'est aussi une minorité qui est au pouvoir. Les Alaouites du clan Assad. Un régime dictatorial dirigé d'une main de fer depuis 4 décennies, où le moindre signe de protestation peut envoyer en prison. En mars 2011, rien n'indique que le pays sera lui aussi emporté par la vague. Et pourtant, des jeunes Syriens sont arrêtés après avoir critiqué le régime. Certains sont torturés. Des manifestations éclatent à Deraa et dans d'autres villes du pays. Aux demandes de changement, le gouvernement répond par le sang. C'est le début de la guerre civile. La stratégie qui se dessine en ce moment par le régime de Bachar al-Assad, c'est une stratégie d'étouffement, étape par étape. On laisse quelques poches de résistance pour gagner du temps, parce qu'ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Donc ils se concentrent sur les grosses villes qui, comme Homs ou comme Deraa, sont emblématiques. Pour atteindre Binish, il nous a fallu entrer illégalement en Syrie, traverser les montagnes et les checkpoints de l'armée régulière pour enfin découvrir cette ville d'irréductibles. Les insurgés contrôlent la ville, mais sont incapables de sécuriser l'hôpital. Nous sommes obligés de passer par l'arrière pour ne pas se faire repérer. La porte cachée du docteur, elle est où? Le médecin qui nous reçoit prend des risques énormes. Il ne souhaite pas montrer son visage. Il soigne ce blessé clandestinement. Cet homme a été touché par des éclats d'obus au bassin, en bas de chez lui. Dans 90% des cas, les blessés n'ont rien à voir avec la résistance, les manifestations ou les révolutionnaires. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont atteints par des obus alors qu'ils sont dans leur maison, leur voiture ou leur boutique. Je suis médecin, je soigne les blessés, quelles que soient les conséquences. Au fil des mois, la répression s'amplifie. En 2013, elle bascule dans l'horreur lorsque l'armée syrienne lance une première attaque chimique contre la population en banlieue de Damas. En 2011, le printemps arabe était un espoir de liberté pour le monde arabo-musulman. 10 ans plus tard, le bilan est en demi-teinte. Seule la Tunisie a opéré une transition démocratique, bien que fragile. L'Égypte a élu son premier président par la voie des urnes, Mohamed Morsi, issu des frères musulmans. Mais un coup d'État opéré par le maréchal Sissi a replongé le pays dans un régime autoritaire. Depuis la mort du colonel Kadhafi, la Libye est déchirée entre des factions rivales qui, malgré les tentatives de paix, semblent irréconciliables. Le Syrien Bachar al-Assad est toujours au pouvoir à Damas. Son pays, brisé, est aujourd'hui un champ de ruines. Et voilà pour ce document signé Julien Cheïda avec toutes les équipes de reportage de la rédaction de France 24. Vous pouvez revoir ce document en français, en anglais, en arabe sur notre site internet. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.